Bienvenue sur la chaîne Duodécime, nouvelle série de podcasts consacrée aux éléments et au tempérament. Et ce premier épisode est en accès libre. Il appartient au corpus de la base pour les membres souscripteurs qui y sont habitués désormais. Mais ce premier volet d'introduction est en accès libre. Alors, pourquoi ? Eh bien parce qu'il s'agit d'une des clés fondamentales de lecture lorsqu'on regarde un thème astrologique, pour comprendre les rapports plus subtils qu'il existe entre les planètes, les signes, les aspects entre les planètes, la façon dont se matine, dont la tonalité va s'exprimer lors de certains aspects angulaires entre les astres. En fait, sans la connaissance des éléments, des qualités et des principes qui en découlent, il est très difficile d'interpréter à sa juste mesure la partition astrologique. Donc dans cette série, nous allons aborder des notions comme ce qu'est le monde sublunaire, les 4 éléments, les grands principes, les qualités élémentales comme on dit. Et puis nous développerons aussi, dans la partie la base, ce qu'on appelle les tempéraments et la caractérologie, les tempéraments remontant à Hippocrate. Cette vision antique qui traversera le Moyen-Âge de la médecine, qui est liée aux humeurs. Bienvenue dans ce podcast et je vous souhaite une bonne écoute. Alors, les éléments. On connaît tous, lorsqu'on s'intéresse à l'astrologie, les éléments. Le feu, la terre, l'air et l'eau. Mais avant d'en arriver à cette division, cette répartition par éléments des signes, il faut revenir sur les origines, la pensée qui a amené cela. Donc on trouve une théorie des éléments qui est omniprésente à l'époque médiévale, mais elle prend sa source dans les fondements de l'Antiquité grecque et notamment de la pensée de l'Antiquité grecque. Et la première trace qu'on en retrouve, c'est le philosophe Empédocle d'Agrégente, qui vécut approximativement entre 490 et 430 avant Jésus-Christ, et qui propose une vision cosmologique, c'est-à-dire organisée du monde, qui repose sur 4 éléments fondamentaux qu'il va qualifier de racines. La terre, l'eau, l'air, le feu. Et pour lui, il existe une théorie, une loi qu'il essaye d'approcher, de penser, où les éléments sont en proportion variable dans la nature, et c'est ce qui va expliquer les qualités spécifiques de tel ou tel objet, ou de tel ou tel phénomène observé. Alors dans les phénomènes, il faut entendre ce qu'on appelle, et ce qui sera repris par les alchimistes, la volatilité, la chaleur, la fluidité. C'est une conception spéculative, qui repose sur des arguments philosophiques, mais pas du tout expérimentaux. Parce que dans le contexte de l'époque, la distinction qu'on fait aujourd'hui entre science et philosophie n'avait pas été énoncée. Donc, on va retrouver donc chez Empédocle cette notion d'élément à laquelle il ajoute quelque chose qui est aussi fondamental, qui sont des forces antagonistes, qu'il va nommer l'amour et la haine. L'amour, c'est la force de coagulation, coagula, et la haine, c'est le solve, c'est celle qui les divise. Et c'est la dynamique entre ces forces qui produirait la diversité des phénomènes matériels. Avant de revenir dessus, je vous précise qu'il y a une théorie qui n'a pas été retenue pendant tout le Moyen-Âge et même
tardivement, jusqu'à l'époque moderne et à la Renaissance, c'est la vision de Démocrite d'Abder, qui qui a été un contemporain d'Empédocle. On estime son existence entre 460 et 370 avant Jésus-Christ. Il était disciple d'un homme dont on n'est pas certain qu'il ait vraiment existé. On a des citations de lui-même, un monsieur qui s'appelait Leucippe de Milet, qui développe une théorie, lui aussi, concurrente à celle d'Empédocle, et qui est basée sur l'existence d'atomes. On va appeler ce courant les atomistes. Vous voyez déjà la vision. Il faudra attendre des siècles et des siècles après pour pouvoir approcher cela. Les atomistes, donc, et notamment donc, ce Démocrite et son maître Leucippe, pensaient déjà qu'il existait des particules indivisibles et éternelles qui constituaient la matière, des sortes de briques fondamentales qui participaient à l'édifice de ce qu'est la nature. Alors, la fantaisie, c'est qu'ils pensaient que les objets, en fonction de leur forme géométrique de base, cône, le cercle, enfin la sphère, donc c'était rond, pointu ou concave, en fait, ils auraient la même nature que ce dont ils étaient les composants. Revenons à la théorie des éléments et ces forces de haine et d'amour que nous propose Empédocle. Cette théorie va être reprise d'abord par Platon. Donc, Platon, il arrive juste derrière, en gros 428-348 avant Jésus-Christ, et puis par son successeur Aristote, 384-322 avant Jésus-Christ. Mais c'est d'abord dans le dialogue le Timée, donc de Platon, qu'on retrouve cette notion. Platon va associer chaque élément, lui, à une forme géométrique issue des triangles élémentaires. Vous avez peut-être déjà vu ces notions où il va présenter l'isocaèdre, enfin bon, différentes figures géométriques, ce sont les fameux solides platoniciens. Aristote, lui, il apporte une contribution qui va s'avérer vraiment décisive dans l'histoire de la pensée, puisqu'il amène le concept de qualité élémentaire. Donc il va aller plus loin et il va définir au sein des éléments, la terre, l'air et l'eau, des qualités primordiales, des qualités qu'il va découper en deux parties, une qualité qu'il va appeler d'un côté active, le chaud et le froid, et de l'autre côté, des qualités qu'il appelle passives, le sec et l'humide. Et c'est la combinaison de ces qualités qui permettent de générer nos éléments. Exemple, la terre est froide et sèche. L'eau est froide et humide, l'air chaud et humide, le feu chaud et sec. Aristote ne se contente pas d'exposer tout ça, il va aller plus loin et il va dire notamment il existe des qualités secondaires qui sont dérivées de ces qualités premières, qui vont être le subtil, l'épais, le léger, le lourd. Vous reconnaissez des termes propres à l'alchimie. Tu sépareras avec grande industrie le subtil de l'épais, etc. Et c'est ce qui va établir une dynamique entre les éléments. Si des qualités sont partagées par deux objets qui sont dans des éléments différents, ils vont pouvoir se transformer l'un l'autre. Le feu, s'il perd ou il acquiert une qualité, il peut se métamorphoser en air ou en terre. Voilà. Donc le feu, je vous rappelle, il est chaud et sec. S'il perd sa qualité chaude et que celle-ci redevient est remplacée par le froid, eh bien, il garde le sec et il va donner la terre. C'est la dessiccation, puisqu'il sera froid et sec. Et ainsi de suite. Il peut faire la même chose pour les métamorphoses, avec l'air, avec l'eau, etc. Et c'est cette diffusion de cette pensée
qui va traverser tout l'Occident médiéval, mais aussi l'Orient médiéval, hein, bien sûr. Et avec les croisades, avec l'expansion, vous savez, la traduction qu'ont fait les Arabes de tous les textes, qui vont venir s'ajouter, ou plus ou moins qui vont donner une lecture à l'astrologie qui va nous permettre de passer d'un point à un autre des symboles astrologiques, notamment des planètes et des signes, puisqu'il ne s'agit plus désormais pour le corpus astrologique que de relier aux éléments chacun de ces symboles, le signe astrologique et la planète par exemple, en étant désormais catégorisés appartenant plus ou moins à tel ou tel élément ayant telle ou telle qualité active première ou secondaire, vont devenir lisibles et on va comprendre la liaison qui peut s'opérer entre elles. Et vous commencez à sentir l'importance de cette notion. Les savants arabes, Avicenne, Averroès, alors qui étaient des juifs arabisants en fait, hein, vont contribuer grandement à développer, commenter ces notions-là, et ça va nous les permettre, enfin ça va permettre en fait à l'astrologie, aux sciences sacrées, aux sciences secrètes, de se déployer autour de ça, et petit à petit, c'est toutes les branches des disciplines, des savoirs médiévaux qui vont être reliés entre eux par cette notion fondamentale que sont les éléments. Et donc l'alchimie, l'astrologie, la médecine vont bénéficier de cette même approche. Nous verrons, lorsque nous parlerons des tempéraments, avec la notion d'Hippocrate, à quel point cette interprétation est riche. Donc en résumé, je vous indique ce qui part d'Empédocle d'Agrigente, donc le terre, la terre, l'eau, l'air, le feu, avec les notions qui vont y être associées, résumées par des adjectifs qui vont qualifier cela. Donc la terre, c'est la solidité, la stabilité, l'eau, c'est la fluidité, l'adaptabilité, l'air, c'est le mouvement et la légèreté, le feu, c'est l'énergie et la transformation. Alors ces notions, je vous les laisse afficher parce que elles ne sont pas, c'est pas une liste exhaustive, mais elles sont importantes pour comprendre comment on va pouvoir faire des déductions par analogie, hein. On est dans une pensée analogique, on n'est pas dans une pensée expérimentale encore. Comment elles vont nous permettre de penser les choses et penser l'influence des signes, la qualité des signes, et la qualité des planètes, évidemment, en astrologie, en alchimie, dans les sciences sacrées d'une façon générale, et tout ça s'interpénètre. Je précise que si vous voulez approfondir ces sujets, nous allons évidemment le faire dans la partie la base, mais vous aurez au moins l'essentiel dans cette vidéo. Dans ce second slide, je vous montre la subdivision de ce qu'Aristote va nommer le monde sublunaire par opposition au monde supralunaire ou cosmique. Il postule la chose suivante, et j'y reviendrai dans la version plus longue de cette vidéo. Il présuppose que dans l'ordonnancement cosmique, tout ce qui est sous la sphère de la Lune obéit à la corruptibilité. C'est-à-dire que par l'intermédiaire des éléments et du jeu des influences planétaires et des étoiles fixes, du primum mobile, tout est corruptible dans la sphère sublunaire. A contrario de la sphère supralunaire, qui elle est proche du divin, c'est-à-dire qu'elle est intangible et éternelle. Le schéma que vous avez sous les yeux vous montre l'ordre de descente des énergies, mais je vais préciser quelque chose. Alors, ça, c'est une des acceptions. D'abord le feu, l'air, l'eau, la terre. Le feu étant ascensionnel et étant ramenant toujours les choses les plus épaisses, les moins subtiles, vers le subtil et donc vers les sphères du monde des planètes, hein, les 7 sphères planétaires. Je vous renvoie au septénaire, évidemment, et donc au divin, à l'idée de transcendance. Mais il existe une autre acception du schéma, que je ne vous présente pas ici, où c'est l'eau
qui est l'élément fondamental, car tout part de l'eau. Pour cela, il faut approfondir les concepts philosophiques, qui eux sont un peu plus tardifs et qui viennent de l'hermétisme, mais qui puisent de façon pas toujours démontrée, en tout cas c'est pas très clair, dans les théories pythagoriciennes. Les textes du Corpus Hermeticum, c'est le 1er siècle après Jésus-Christ, et on met l'eau comme étant l'élément de base. Et ça nous vient notamment des enseignements du Liber Hermetis, qui nous dit, attribué à Hermès évidemment, que tout part du cancer, et des eaux primordiales du cancer. Et pour ça, je vous renvoie au Thema Mundi, mais c'est pas le sujet de cette vidéo. Mais en tout cas, voilà comment on décompose la sphère sublunaire. Vous voyez l'importance de ces éléments et la stratification qui en est faite. Pour comprendre l'articulation, je vous ai mis un schéma qui reprend ces idées d'éléments et les qualités qui appartiennent les unes aux autres, sous la forme d'ailleurs de carrés. Les carrés que vous voyez, en fait, vous rappelleront, pour ceux qui étudient aussi l'astrologie dans sa totalité, la façon dont on représentait les thèmes au Moyen-Âge. Je ne reviens pas non plus là-dessus, mais vous voyez les qualités se dessiner. Alors notez les triangles qui symbolisent les éléments. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui est devenu connu. Le triangle vers le haut est le feu, le triangle vers le bas est l'eau, le triangle barré en haut est l'air, le triangle barré en bas est la terre. La jonction de ces 4 triangles formant le sceau de Salomon, l'étoile de David, qui va représenter le 5e élément, la quintessence, la quintia essentia, chère aux alchimistes, et qui a été théorisée par Aristote. Mais j'y reviendrai, dans la base notamment. Et vous voyez la jonction qui s'opère entre les différentes notions d'éléments. Si l'on part du feu sur la droite, vous voyez que le feu est chaud et sec. C'est ce qui fait la liaison avec la terre, qui elle-même est sèche et froide. La terre elle-même fait la liaison avec l'eau, qui est froide et humide. Et l'eau fait la jonction avec l'air, qui est humide et chaude. Et ainsi de suite. Et c'est de ce jeu de connexion, imaginez des dominos. Vous savez, si vous avez joué au domino, il faut relier les dominos par des chiffres identiques, ou des Lego, ou un puzzle. Il faut trouver des choses qui s'emboîtent l'une dans l'autre. Pour ce que vous voyez écrit en dessous, le sang, le flegme, la bile jaune, la bile noire, on va parler de la trabile aussi. Ce sont les tempéraments d'Hippocrate dont je vous parlais tout à l'heure, qui vont avoir un lien avec la description du caractère de la personne, mais aussi de la nature de l'expression de telle ou telle qualité élémentale. Pour ça, il faudra écouter la vidéo évidemment sur les éléments et sur les tempéraments et la caractérologie, qui seront plusieurs autres épisodes dont je continuerai à produire évidemment des podcasts en libre accès. Mais vous avez ici donc les qualités élémentales, celles qui sont nécessaires à la compréhension des signes. Alors je vous laisse ce schéma et je vais reprendre pour que vous ayez en tête les choses. Le feu est associé à ce qu'on appelle le dynamisme. Le principe, c'est le dynamisme, c'est l'action, c'est la passion, l'enthousiasme, c'est l'acception moderne, la traduction moderne. La qualité, c'est donc la chaleur, la spontanéité, la créativité, le courage. Et il a évidemment son acception contraire, qui vont être les défauts d'impulsivité, d'impatience, d'arrogance. Le feu en lui-même est une énergie principale qui dégage la volonté. Et cette volonté, c'est l'énergie vitale. Les signes de feu sont des signes qui vont être tournés vers l'extraversion et vers l'action. Et ce sont donc le bélier, le lion et le sagittaire.
Les signes de terre, taureau, vierge, capricorne, vont faire référence, comme je vous le disais, à la stabilité, à la matérialité, au pragmatisme, à la productivité. Les qualités qu'on leur reconnaît sont fiabilité, sens pratique, persévérance, et aussi un rapport à la sensualité, c'est-à-dire à cette énergie propre de ce qu'est l'incarnation au travers du corps. Et à contrario, ils vont renforcer la rigidité, le matérialisme, une certaine lenteur au changement. Si on devait résumer en une qualité principale, la Terre, elle va structurer, elle rend tangible les choses. Ce sont des signes qui vont axer leur fonctionnement sur l'ancrage, le concret et le résultat. Les signes d'air, Gémeaux, Balance, Verseau, nous parlent de la communication de l'intellect, de la façon dont on sociabilise, du monde des idées. Pas forcément du monde des idées platonicien, mais plutôt du monde de la réflexion, du discursif, du monde mercurien, notamment par les Gémeaux. Les qualités qu'on leur reconnaît, c'est la curiosité, c'est la diplomatie, l'adaptabilité, une forme de capacité à avoir un esprit transversal. De l'autre côté, parfois ça les rend un peu superficiels ou dispersés ou indécis. Mais l'air symbolise la capacité d'échange, c'est-à-dire la capacité de faire passer des informations d'un élément à l'autre. Si je vous dis les choses comme ça, on pourrait traduire par interaction sociale aussi, hein, réflexion, créativité, etc. Mais c'est que pour que vous commenciez à comprendre comment on va interpréter une planète dans un signe en fonction de sa qualité, en fonction de l'élément du signe, sans forcément passer par un apprentissage telle planète dans tel signe égale telle chose, pour vous amener à la réflexion. Enfin, je termine par l'eau, le cancer, le scorpion, le poisson, les principes qu'on va leur, aujourd'hui, de façon moderne, auxquels on va les attacher, c'est l'émotion, la sensibilité, l'imagination, les formes d'intuition, ce qui amène empathie, imagination, profondeur émotionnelle, parfois extrême avec le poisson, et la spiritualité, mais la spiritualité, ça c'est plutôt de l'ordre, je dirais, de l'astro-populaire, c'est-à-dire la spiritualité, vous pouvez la retrouver dans tous les signes. Le défaut auquel on pense tous, c'est-à-dire le contre-argument, l'inverse, le revers de la médaille, c'est l'hypersensibilité. C'est parfois la fuite du réel, l'instabilité émotionnelle. Et l'eau va symboliser donc d'abord les sentiments et les émotions, donc les énergies en mouvement, la vie intérieure du natif, mais aussi le côté primordial, originel, ontologique de l'être. Quand vous analysez un thème, et je terminerai par là cette introduction aux éléments, notez les déséquilibres entre les présences de cuspides de maison en signe de tel ou tel élément, les planètes en tel ou tel signe de tel ou tel élément, et regardez où il y a des excès de feu, des excès d'air, des excès de terre, ou des excès d'eau, ou à l'inverse du manque. On va prendre un exemple, si vous avez un manque de terre, vous avez un manque de stabilité, vous pouvez manquer de réalisme. À l'inverse, si vous êtes dans un excès d'air, vous pouvez être perdu dans le monde des idées, déconnecté d'une certaine réalité par une forme d'idéalisme intellectuel. C'est la première chose qu'on peut regarder dans un thème facilement sans avoir une culture astrologique phénoménale, simplement par la connaissance de ces bases. Ce sont vraiment des bases. Je reviendrai dans l'épisode sur les éléments dans la base et sur les tempéraments, mais en détail cette fois-ci sur comment fonctionne l'interaction avec les signes, comment on décrit ceci, et comment les planètes aussi sont rattachées à ces éléments. Parce que pour avoir le clavier complet et jouer les partitions astrologiques, il faut attribuer des éléments à chacun des symboles de l'astrologie. J'espère que cet épisode aura suscité chez vous curiosité, envie. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. N'hésitez pas à rejoindre la base, à souscrire. Et je vous dis à très vite
pour de nouveaux épisodes sur la chaîne Duodécime. Ciao.